Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle analyse du BTC et on va également se pencher sur Ethereum. Et j'ai pas mal de charts à vous montrer, assez intéressantes pour essayer d'appréhender la suite. On passe tout de suite en partage d'écran. Ici, on est donc sur le BTC face au dollar. On va voir ici la structure en 2 heures. Hier, on a évoqué la possibilité, même si c'était pas forcément le scénario privilégié, de faire un Bart Simpson, c'est-à-dire de revenir exactement au bas de cette figure. C'est ce qu'on a marqué sur le prix. Et pourquoi principalement, sincèrement, c'est en raison d'une très mauvaise journée en bourse hier, puisque comme vous le voyez ici, le S&P a perdu, le S&P 500, donc les 500 plus grosses actions américaines, a perdu tout simplement son support ici de juin, enfin son plus bas de juin. Donc on est sur un plus bas également là-dessus. Du coup, on peut peut-être ici tirer cette droite pour voir si on viendrait pas éventuellement faire un pullback dessus. On va la tirer un peu plus, voilà. Donc ce biseau là descendant qu'on avait cassé ici, on ne l'a jamais pullbacké pour le moment, ce qui voudrait dire ici revenir jusqu'à un niveau quasi des 3300. Néanmoins, ce qu'on peut voir ici, c'est une structure en 3 vagues assez claire. Là, vous comprenez que pour nous, sur le S&P, on est dans cette fameuse 5, c'est-à-dire qu'on est dans ce gros biseau, là, vous le voyez avec le bas blanc et le haut bleu, et on est potentiellement ici sur des niveaux intéressants. Pourquoi? D'abord, on est bien évidemment sur le support que je vous avais noté ici des 3620, qui est tout simplement déjà un niveau de Fibo, mais également le premier support qu'on avait eu ici suite à la remontée post-Covid. La première remontée, c'est là où on a commencé à marquer ici cette correction-là, donc on y est quasiment. Et puis également, ce qu'il faut voir, c'est que, comment dire, une 2, 3, 4, 5 comme ça, bon, celle-ci se fait en diagonale, mais globalement, vous pourrez vous attendre à avoir une divergence haussière, tout simplement entre le point de la bas de la 3 et le point de la bas de la 5. Je m'explique. Vous le voyez, là, on s'est mis en weekly pour avoir un petit peu plus de visibilité. La 3 ici, en fait, c'est terminé là. Là, vous voyez qu'on touche pour la deuxième fois le biseau. On l'a touché 3 fois en haut, au point de départ. On fait la 2, la 4, etc. Donc, dans ce type de décompte, on va dire, on s'attendrait à avoir une divergence haussière en weekly entre, vous le voyez, là, le prix fait un nouveau plus bas, et entre le bas de 3 et le bas de 5. Ça ne veut pas dire que la 5 est terminée, mais vous voyez là que, effectivement, le prix fait un nouveau plus bas ici sur le S&P, alors que le RSI est en montée. Donc on a effectivement cette fameuse divergence haussière qui pourrait ici se mettre en place. Néanmoins, sur le RSI stochastique, vous voyez qu'en weekly il est très plongeant, il arrive ici dans une zone de survente, donc ça c'est plutôt une bonne chose aussi. Est-ce qu'il va repartir dans l'autre sens? C'est une bonne question, mais néanmoins vous comprenez ici que peut-être potentiellement dans ces eaux-là, on a quelque chose à venir jouer si jamais on arrive à maintenir cette divergence haussière, à la confirmer, elle sera confirmée autour des 54, mais on aura une confirmation ici quand le RSI tout simplement déjà se retourne, on pourrait avoir ici quelque chose de vraiment intéressant, un point d'achat relativement intéressant sur, on va dire, les actifs risqués américains. Donc ce mouvement-là de baisse ici était plus puissant que celui-ci. Celui-ci perd un petit peu de sa force, même si il va plus bas en termes de prix. Donc désolé pour cette aparté sur le S&P, mais je pense que c'était intéressant d'en parler. Donc grosse divergence haussière dessus. Bitcoin, pour le coup, au niveau du momentum, en weekly, vous le voyez, on avait ce point de vente là, et pour le moment, on est en train d'essayer de rapprocher là cette vague, de fermer cette vague. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, une bonne chose également. On avait un premier retournement ici la semaine dernière et qui finalement n'est pas en train de se traduire réellement, puisqu'on est replongé, on a replongé ensuite cette semaine derrière. En daily, on a un croisement bullish. Ici, vous le voyez, on fait une petite, un croisement, tout simplement. Ici, on a toujours ce point d'achat confirmé. Alors, tout à l'heure, on avait un petit point ici rouge, c'est-à-dire un point de vente, une pastille de vente en daily, et désormais, il s'est éteint. Donc, on attendra la clôture de ce soir, là, ici, pour se prononcer là-dessus. On a un stochastique qui remonte, toujours, donc on n'est pas ici sur quelque chose d'excessivement baissier, on est juste sur une hausse annulée sur la partie d'hier. En 12 heures, par contre, on est en
train de plonger, on en a encore sous le pied, on est au 41, et en 6 heures, on marque un léger retournement, ou en tout cas un plancher, ici, autour des 13 de RSI stochastique. On a quelques divs, mais ça, j'en ai parlé hier. Ce qu'on pourrait faire ici, et donc là, attention à ça, hein, c'est vraiment une possibilité. Si jamais on considère que ceci est une structure, c'est-à-dire que là, vous avez une A, une B et une C qui elle-même fait partie, vous l'aurez compris, ou en tout cas je vous le montre, d'une A, une B et une C plus grande, hein, c'est une possibilité. Et ben du coup, on aurait des targets ici qui convergent à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que déjà, donc vous comprenez ici la structure, hein, on parle de celle-ci, donc A, B et C. On aurait éventuellement ce bear flag ici, vous le voyez là, ce flag en vert, qui, quand vous reportez le mât au niveau du point de cassure, mais en prenant le haut du fanion, nous montre vers les 16 300 $. Et on a également le Fibonacci d'extension qui, si jamais on faisait un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire que cette vague, la vague verte là, enfin celle-ci, la C là, qu'on pourrait marquer, est égale à la vague A, ce qui est relativement courant, et ben du coup, on aurait une target également de 16 200. Il y a des possibilités que ça arrive. Moi, j'aime bien avoir des confluences comme ça entre le chartisme et les retracements de Fibonacci et l'héliotisme. Donc, du coup, il y a des chances que ça arrive. Ça nous ferait quand même un gros spring hein, par rapport à toute cette structure qui pour moi est vraiment une structure d'accumulation, hein, cette espèce de gros range comme certains pourraient l'appeler. Donc voilà, pourquoi pas. Pour l'instant moi je suis pas dans ce scénario là, mais en tout cas c'est ce qui semble se dessiner ici sur la chart. Sur Ether, pour l'instant pas d'invalidation d'une structure en zigzag, c'est-à-dire comme ceci, quelque chose qui se construirait comme ceci, c'est-à-dire un Ether qu'on retrouverait autour des 2500 $ dans un avenir proche. Par contre si jamais ce support ici des 1260 à peu près, hein, vous comprenez qu'on peut légèrement mécher dessous, mais si ce support était perdu, c'est-à-dire pour moi qu'on aille en dessous des 1150 par exemple, 1000, ouais quelque chose comme ça, 1200, hein, déjà 1200, là le plus bas était autour de 1230, si on mèche encore à nouveau là en dessous de ce niveau, on a quand même des bonnes chances ici de revenir faire un bisou aux 1000 $ dans un premier temps et peut-être les 800 dans un deuxième, ce qui correspondrait à la target de cette épaule, tête épaule là, ici, que vous voyez là, qui avait cassé ici et qui a une target ici, qui se trouve autour des 1000 $ tout pile. Est-ce que on va rentrer là-dedans? Ça signifierait déjà pas mal de choses, à savoir perdre ce bull flag là, donc ça invaliderait la structure en zigzag pour le coup, hein, vraiment, si on revenait ici au 1000, pour moi, voilà, je considérerais beaucoup moins cette structure, donc ça déjà, ça serait forcément quelque chose qui serait pas forcément génial pour Ether dans un premier temps, et puis voilà, pour le moment ce support des 1260 il tient très bien, il fait bien son job, vous le voyez là, cette droite blanche, on ne la perd pas, on rebondit un petit peu à chaque fois dessus, on repart ici, et là on est en 6 heures dans une tendance qui semble être haussière, hein, vous le voyez, avec ce mouvement là comme ceci, donc pour le moment, sauf à dire que vraiment on est dans quelque chose de plus important, c'est-à-dire vraiment la perte pour moi des 1002 serait vraiment quelque chose qui nous donne un signal qu'on perd réellement ce flag là ici, on est plutôt dans quelque chose de long à se mettre en place, et puis voilà, il faut prendre son mal en patience ici. Pour moi, le gros signal haussier, ça sera quand on cassera, si jamais on la casse, cette droite-là, et ça sera bien évidemment également casser cette droite bleue ici, puisque ça correspond à la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, donc ça correspondrait un petit peu au fait de venir invalider cette figure. Sur les news, la Banque d'Angleterre qui veut essayer de stabiliser le marché des bons, mobilisation en Russie. Alors ça, c'est assez impressionnant. Les bons du Trésor américain qui touchent les 4% à 10 ans. Donc imaginez que si vous achetez les bons du Trésor aujourd'hui, vous avez un rendement de 4%, ce qui est vraiment relativement énorme. Ça, on en a déjà parlé hier. C'est en gros tout ce qu'a dit Powell autour de des crypto-monnaies, donc allez voir la vidéo d'hier si jamais ça vous intéresse, mais j'ai déjà fait largement le point là-dessus, et puis Do Kwon qui est recherché par Interpol, mais il me semble qu'on en a peut-être parlé.
Ensuite sur bitcoin.com. Sur bitcoin.com, oui, alors on a ici des firmes en Californie qui se sont faites attaquer pour avoir opéré des schémas de Ponzi. Je crois aussi, il me semble avoir vu passer que Nexo a été attaqué par le Kentucky et plusieurs autres États, l'État de New York et l'État de Californie, si je me trompe pas également, pour dire qu'en fait ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, hein, c'est-à-dire de la DeFi tout simplement. Donc attention à ça, regardez bien. Et globalement, je crois que, il me semble, alors j'ai pas préparé l'article là parce que j'y pense en lisant cet article-là, mais je crois que globalement ils expliquent que Nexo dans son bilan à l'actif globalement a une certain pourcentage de tokens Nexo et que tout ça est très difficile bien entendu à évaluer quel est vraiment le prix de ces tokens Nexo et qu'en l'occurrence ici en ce moment ils le mettent dans leur bilan alors que en fait théoriquement c'est un asset qui serait censé être trop volatile pour protéger les personnes qui sont qui sont actuellement en train de stacker sur Nexo. 7h30, donc ça nous fait du 13h30, donc Powell a dû parler aujourd'hui, non c'était hier, autant pour moi. Aujourd'hui à 16h15, Powell va parler, il va répondre à des Q&A. Donc voilà, attention à ça, 16h15, donc c'est dans une heure maintenant. Et puis on a pas mal de présidents de Fed qui parlent encore une fois aujourd'hui. Et demain on aura des infos sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Donc les job claims, on aura la révision du GDP, donc le PIB américain, et après-demain, vendredi, on aura le PCE Price Index, donc des informations sur l'inflation. Voilà, on va passer là-dessus, je vais vous montrer quelques charts, et puis ensuite on va revenir sur le sentiment. Donc du coup, on passe ici là-dessus. Alors ça, très intéressant, on est sur du on-chain, analyse on-chain, donc du coup, et qu'est-ce que les CDD ? Les Coin Days Destroyed, c'est tout simplement, admettons que je garde un BTC pendant 3 jours, j'ai créé 3 CDD, c'est-à-dire que, j'achète un BTC, je le garde pendant 3 jours et je le vends, j'ai créé 3 CDD, c'est-à-dire que c'est pondéré par rapport au volume de Bitcoin et c'est pondéré par rapport au nombre de jours que vous les gardez, donc c'est globalement un indice de la maturité des coins au moment où ils sont vendus. Et ici, on peut voir qu'on est et là vous comprenez qu'on commence en 2011, on est à des niveaux historiques de à quel point les gens hold en fait leur Bitcoin. Et c'est ce que j'explique déjà depuis un moment, c'est que dans une dynamique de bear market, vous allez avoir des gens qui s'en foutent du prix, qui vont garder de toute façon quoi qu'il arrive, qui ne seront pas vendeurs, ça sera du coup pour le coup les long-term holders, et puis ensuite vous allez avoir les short-term holders qui vont faire le prix. En fait, le prix va être fait avec très peu de BTC qui sont échangés d'une main à une autre, ce sont les mêmes BTC. Globalement, en ce moment, on estime à peu près ce niveau autour de 4-5 millions de BTC. Peut-être 3 millions, et voilà, je trouvais ça suffisamment intéressant pour en parler. Ici, on a la supply qui est détenue par les short-term holders, pour le coup, ces gens-là qui ont des BTC depuis moins de 5 mois, c'est à ça qu'on définit un short-term holder, et ici, vous le voyez, ça fait 431 jours dorénavant que cette chart se compresse, c'est-à-dire que à ce moment-là, en fait, les short-term holders sont de moins en moins nombreux, et c'est une dynamique typique de bear market, vous le voyez auparavant, on avait eu 400 jours ici de dynamique de baisse sur le fait que petit à petit les gens en fait achètent et ils ne sont plus vendeurs, et c'est ça qui crée un bottom, hein. C'est un moment où vous n'avez plus aucun vendeur à tel prix, bah du coup ceux qui en veulent sont obligés de l'acheter plus haut, hein. Le prix, je dis souvent cette maxime, mais le prix n'est qu'une résultante d'une conviction d'un déséquilibre entre l'offre et la demande, et donc du coup ici à partir du moment où vous avez plus aucun vendeur à ce prix là, et les gens de toute façon ne sont plus vendeurs, il reste qu'une centaine de BTC qui finalement sont mis dans la poche de quelqu'un, et bien là, c'est là qu'on reprend ici, puisqu'on a aspiré tout simplement toute l'offre, on reprend une dynamique haussière. Ici, on avait eu 303 jours de contraction de la profitabilité des short-term holders, et là, vous comprenez qu'on est dans une contraction depuis 431 jours dorénavant, donc c'est pareil, on est dans, on va dire, la plus longue contraction du profit des short-term holders depuis le début du Bitcoin.
Ici, chart beaucoup moins encourageante, puisqu'on est ici sur, vous le voyez, le volume effectué sur FTX, sur les futurs. Le volume fait sur Binance également, donc vous le voyez, ça c'est le volume en orange. On voit d'ailleurs une perte de vitesse de FTX par rapport à Binance en ce moment, encore que c'est pas extrêmement flagrant non plus. Mais par contre, sur le CME, qui représente la demande, on va dire, en bourse, c'est-à-dire la demande des institutionnels, le CME étant plus ou moins le seul produit dont peuvent bénéficier les investisseurs américains, et bien là, vous le voyez qu'on est à 0,2%. Alors on a un léger rebond depuis la fin septembre, là, avec le retour des fins de vacances, etc. Vous voyez que tout l'été, enfin toute la fin septembre en tout cas, on était vraiment tombé pas mal. On a vu un regain ici, et je pense que c'était au CPI précédent. Et depuis le 13, là, depuis le CPI, on est plutôt en perte de vitesse, avec une légère reprise dorénavant. Donc manque d'attention de la part des institutionnels, ça sera plus ou moins ce dont on pourrait parler sur cette charte. Ici sur cette charte, cette autre charte, on est sur les mineurs, quelle est la profitabilité des mineurs, enfin quels sont leurs earnings, et vous voyez qu'ils ont fait tout simplement un très mauvais trimestre 2, avec Core qui est le grand perdant, 1,3 milliard de perdus, 569 millions de perdus pour Riot, Marathon qui perd 350 millions, CleanSpark, qui pourtant théoriquement est très profitable et très bien doté, qui est à moins 157 millions, et les seuls gagnants étant Argo, qui prennent 26 millions dans l'histoire. Ici on est sur les taux les bons du trésor à 5 ans, et vous voyez que la Grande-Bretagne ici qui est en forte augmentation, les États-Unis également, ici l'Europe qui est autour des 2%, et le Japon qui est toujours dans des taux quasi négatifs. Donc voilà, intéressant de regarder aussi quelle est la différence entre tous les pays. Ici, et je vous montre cette charte parce que demain on aura, bientôt on aura des infos sur le marché de l'immobilier aux États-Unis, qui est un marché assez important puisque tout simplement il conditionne une bonne partie de la profitabilité des banques en quelque sorte. Et là vous le voyez que les taux à 30 ans aux États-Unis en fixe, donc non variable, sont à 6,87%. C'est-à-dire que si vous voulez négocier aujourd'hui un crédit sur 30 ans aux États-Unis, vous allez payer 6,87%. Alors je sais pas à combien on est en France maintenant, on doit être autour des 2% certainement, sur 30 ans, je sais pas, quelque chose comme ça. Mais globalement, vous voyez ici que le marché aux États-Unis va souffrir, et c'est suffisamment important pour en parler que vous vous en rappelez, on avait eu une crise de ce côté-là en 2008, étant la crise des subprimes, c'est-à-dire qu'on avait eu une dégradation également du marché de l'immobilier, et en même temps, on avait beaucoup de gens qui avaient des crédits très bancals, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas solvables, mais on leur avait quand même très bien noté des crédits, et on proposait des crédits, et ils étaient très bien notés, et en fait, on s'est rendu compte que tout ça a été plus ou moins une bulle immobilière. Est-ce qu'on refait la même erreur, ne serait-ce que 15 ans après? Possible, vraiment possible. Ici, les prix de l'immobilier, les home price, c'est-à-dire les prix de l'immobilier, tout simplement, à quel point ils ont perdu. Et vous le voyez que sur ce mois-ci, on a perdu 0,4%. Et c'est la plus grosse baisse depuis plus de 10 ans dorénavant. Donc voilà, intéressant de voir ici que on a eu cette espèce de bulle qui est désormais en train de se dégonfler. Est-ce que les prix vont baisser ou pas? On peut penser qu'il va y avoir une stagnation pendant un certain temps, en tout cas aux États-Unis, mais en tout cas c'est suffisamment intéressant pour le montrer également. Ensuite, ici, les assets qui sont les plus cherchés sur CoinMarketCap, et vous voyez que c'est le BNB qui arrive devant. Je trouve ça intéressant de le montrer également. Bitcoin en deuxième, ensuite on aura Dogecoin, XRP qui est en ce moment un petit peu la cote, et Shiba Inu en cinquième. Donc on a deux mêmes coins dans les plus grosses recherches sur CoinMarketCap. Voilà, ça c'était un petit peu pour les news, et puis ce petit point un petit peu sur des charts que je trouve intéressantes. On va maintenant aller faire le sentiment. Le sentiment sur le carnet d'ordre, globalement le gros des ordres se trouve autour des 18 000 $. Voilà, on a ici pas mal de monde à 18 000 $. 334 bitcoins ici, vous le voyez à 38,2, à 18,2, 120 bitcoins, 175 bitcoins. On commence à avoir du monde, et ça c'est intéressant, qui s'est un petit peu faxé sous le prix là, depuis ce rebond là. On a du monde qui s'est faxé dedans, donc ça c'est plutôt une bonne chose pour essayer de tenir bien entendu ces niveaux là. Assez peu de monde à la vente, en tout cas pas avant les 19,5 qui est tout simplement historiquement, enfin depuis qu'on est dans cette histoire, quand même un point de vente assez important.
Les options, alors aujourd'hui on va parler des options, on va vraiment en parler dans le détail, on va vraiment aller les analyser un petit peu mieux. Alors ici, il est très important de comprendre quelle est l'open interest total qui peut être investi sur les options pour ce vendredi. Ce vendredi, on a un très gros strike, vous le voyez là voilà ici, le plus gros strike de l'année sur Bitcoin, puisque au 30 septembre, on est à un open interest ici de 2 milliards. Vous le voyez, notional value, on est à 1,9 milliard. Donc beaucoup d'argent à se faire ici pour ceux qui tout simplement seront dans la sweet zone qui sera tout simplement pour moi, vous le voyez, on a un sourire là qui est assez évident, on a un max pain price qui est à 22 000 encore, qui a un strike ici, donc on pourrait être légèrement en dessous, mais voilà, on pourrait dire en fonction des options que globalement dans la zone à partir de 20 500 jusqu'à 22, les market makers seront relativement contents. Sur Ether, c'est un petit peu la même chose, à part qu'on a beaucoup d'options en fin d'année, là, vous le voyez, au 30 décembre, mais on a ici pas mal d'options également au 30 septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est une option trimestrielle, de fin de trimestre. Donc elle a été mise sur le marché très tôt et c'est pour ça qu'elle est extrêmement importante. C'est d'abord une option de fin de mois et ensuite une option de fin de trimestre. Et ici sur Ether, vous le voyez, on a un double strike ici qui serait gagnant, mais globalement autour des 1450, on serait vraiment dans un sweet spot pour que tout le monde perde ses contrats sur les options. Donc voilà, suffisamment intéressant pour le montrer et suffisamment, je trouve, important comme niveau, puisque sur Ether, on est également autour des 2 milliards, je crois, si je me trompe pas. Alors, je pense que je vous ai dit. Et ça, c'est que sur Deribit, hein. Mais globalement, on est autour des 1,9 milliard également. Donc 4 milliards en utilisant Bitcoin pour le pousser au spot jusqu'à ces prix-là. Les market makers peuvent avoir la main sur une bonne partie de ces 4 milliards. Voilà, hein. Disons que on serait sur des niveaux où globalement, le moins de gens possible sont gagnants. Les marchés en levier... Les marchés en levier, vous le voyez ici, on a nettoyé beaucoup en long. On est venu nettoyer ce niveau en short depuis qu'on a fait la vidéo hier. On a nettoyé tous ces niveaux qui s'étaient créés sur la montée. Qu'est-ce qu'on a fait depuis ? Eh ben, tout simplement, on a déleveragé en bas ici, hein, donc pour moi, pas de niveau spécifique, c'est-à-dire que les contrats se ferment tout simplement avec la baisse du prix. Ici, on a un léger rebond, donc on avait un niveau de long à prendre, il a été nettoyé. Ici, vous le voyez qu'on travaille un petit peu du short, très légèrement, donc on va pas le mettre parce qu'il est vraiment sporadique ce niveau-là. J'ai oublié d'enlever ces deux niveaux-là, qui ont été pris. Et puis là, on a du short par contre, mais celui-ci se fait prendre également juste après. Ici, on a du long, donc on aurait un niveau de long à prendre, on va le mettre ici. Par là, et en rouge, tac, un niveau de long à revenir chercher ici, et puis là, vous le voyez qu'on commence à shorter par deux fois, avec augmentation de l'open interest et diminution du funding, donc on est là dans une dynamique plutôt où les shorteurs retardataires sont en train d'arriver là-dedans. Voilà, on n'a pas pris ce niveau là ici que je trouve assez important, c'est pour ça que je l'avais mis en gros pixel, ni ce niveau là, et je l'ai expliqué un petit peu sur le Discord aujourd'hui. En général, quand vous ouvrez un levier avec prix de liquidation, vous mettez un stop juste avant votre prix de liquidation, tout simplement pour ne pas avoir à payer les frais de liquidation qui sont assez conséquents et qui font que du coup vous perdez encore plus d'argent. Donc généralement vous mettez un stop à une centaine de dollars au-dessus ou au-dessous, ça vous permet de vous protéger de ça. Léger rebond ici du CVD, donc suffisamment intéressant pour le noter également. Et maintenant on va d'abord continuer avec les liquidités ici. Hop. Alors du coup on a plus de shorteurs que de longueurs, ça vous le voyez, c'est assez intéressant à regarder également. Si on devait nettoyer les positions depuis à peu près 5 jours, on irait plutôt autour des 18 000 $. Et si on regarde la heatmap sur BTC, alors ça c'est la heatmap 12 heures, ouais très bien, et bien vous voyez qu'on a un assez fort niveau à prendre, et malgré le fait qu'on s'en est approché très fortement, il a été protégé, il n'a pas été travaillé, mais on aurait éventuellement quelque chose à prendre autour des 18,2 ici, et c'est curieux que le prix ne l'ait pas fait. Par contre on a commencé à charger en 12 heures, un petit peu en haut, et ce jusqu'au 21 000, donc intéressant. Là je vous montre le 12 heures, si je vous montre le 7 jours, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir. Puisque tout simplement on regarde des horizons de temps qui sont différents. Donc là on avait les positions
très fraîches, hein, plutôt ce qu'on appellerait du scalping. Et ici, on a les positions 7 jours. Et vous voyez, c'est ce que je vous explique aussi. On est venu faire un tour ici dans cette bande jaune et pourtant on s'est repris. Donc il y a eu une forme de défense ici de toute cette zone-là des 18,4. Mais il est possible aussi que beaucoup de gens avaient mis leur stop loss sous ce plus bas-là qui est autour des 18,6. Personnellement, en tout cas, c'est ce que je ferais, ou en tout cas celui-ci, voilà, 18,5, c'est parfait. Ici, on est allé à 18,45, voilà. Donc, on avait dit 18,4. Voilà. Peut-être que toutes ces liquidations-là étaient plus ou moins protégées par un stop qui était au-dessus. C'est quelque chose qu'on saura dans les jours prochains. Si c'est le cas, ça voudrait dire que la prochaine zone à venir chercher serait plutôt aux 21 000. Dans l'absolu, l'idéal serait que personne ne rajoute de la liquidité à nouveau autour des 18, voire en dessous. Si on regarde là 3 mois ou là 1 mois, admettons, on a pas mal de choses à voir aussi, à savoir que, donc pareil, hein, même zone, à 18K à peu près, là vous voyez qu'on a travaillé cette zone, mais à 18K on aurait quelque chose à prendre en bas, et rien de bien folichon non plus, mais autour des 21 on aurait quelque chose également. Là on était sur là 1 mois. On va maintenant faire Ether. Alors sur Ethereum, si j'y arrive... Sur Ethereum, c'est un petit peu la même histoire, on a fait le même Bart Simpson ici dans les deux sens, par contre je vois beaucoup plus de shorters sur Ethereum, donc pour moi c'est plus encourageant. On a pris ce niveau-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci, et ce niveau-là n'a pas été travaillé, ici on déleverage, donc c'est pour ça que le funding est plongeant, et il est plongeant assez fortement. Là... on a un petit long qui est, enfin on a un gros long qui est venu, hein, vous le voyez, puisque théoriquement on s'attendrait à avoir un funding qui descend tout droit là, et en fait on a aussi un long qui était venu, vous voyez qu'il a été sûrement cueilli depuis. Ici, l'open interest latéralise, etc. On a quand même un funding descendant, on a une très légère augmentation, donc on va mettre un tout petit niveau de short à venir chercher là. Néanmoins, on a surtout été sur du deleveraging. Là, ici, c'est pour ça que le funding part ici dans le bas, on va dire. Ici, on a commencé à faire et du long et du short, puis pas mal de short. Vous voyez que c'est ce qu'on vient nettoyer ensuite. Ici, à partir de ce point-là, on commence à longuer. Donc, globalement, à partir d'ici, donc on va rajouter un niveau de longueur à venir prendre à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Plutôt du long et très légèrement du short là ici sur la fin, mais c'est en train d'être travaillé, donc on va pas forcément le noter. Prévision de prix maintenant, avec en ayant un petit peu tout ça sous les yeux, donc on revient ici sur BTC. Prévision de prix, eh bien, pour moi, il est tout à fait possible qu'on ait dès maintenant un spring au 16.3, hein, c'est ce que j'expliquais au niveau du chartisme, mais le momentum est suffisamment bon, etc. Tout ça est effectivement un mouvement market maker, hein, un petit peu de liquidation. Le momentum, je trouve, est suffisamment bon pour éventuellement tenir ce triangle et revenir faire un tour à minima au 21 et potentiellement au 25. Donc pour l'instant, toutes les analyses précédentes, elles tiennent. On fait quelque chose d'un peu chiant là, effectivement, avec cette espèce de zigzag dans une zone de prix qui est très restreinte, mais voilà, rien de bien inquiétant, voilà, à mon sens. Néanmoins, si on considérait que, comme je vous le disais, cette structure-là, puisque nous on avait considéré une ABC qui se construisait comme ceci, ouais, pour ce mouvement. C'est ça. Pardon, excusez-moi, comme ceci. Voilà. Si jamais on doit considérer ici une structure un peu plus grande, malheureusement, ça nous emmènerait plutôt autour des 16.3, 16.2 et ça nous donnerait effectivement une validation de ce bear flag là, validation de sa target, invalidation en revanche de pas mal de choses, à savoir ce grand triangle, invalidation de la flat, on va regarder, mais je pense pas.
Donc ce que j'appelle la flat, hein, ce serait de faire un mouvement qui corresponde à peu près à ça, hein, sur le gros mouvement, là, la grosse tendance. Invalidation de la flat, on serait au 127,2, nous on serait en dessous. Bon, généralement, une flat, on est plutôt autour des 110, 100 ou 90, mais on peut aller jusqu'au 127,2 pour le retracement d'une baie d'une flat. Vous le voyez, on pourrait aller ici jusqu'ici, et qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait tout simplement éventuellement une flat qui termine ici un petit peu plus bas. On essaierait plutôt de jouer la parallèle. Voilà. Bon, en tout cas, aller au 16-3, ça, on sera peut-être potentiellement beaucoup moins confiant sur ce scénario d'une flat, je pense, puisque là, on reste dans des zones là ici autour des 90 où c'est vraiment, on est pile poil dans les zones de rebond éventuelles d'une flat. Et ce qu'on préférerait voir éventuellement, ici vous le comprendrez, si c'est une flat, elle va se faire en 3-3-5, c'est-à-dire une première vague de 3 qui est ici, vous le voyez avec une B en flat et une C comme ceci, une deuxième vague de 3 qui est ici avec ces 3 vagues là, et là ce qu'on voudrait tout simplement c'est commencer la 5 pour vraiment être propre sur ce scénario d'une flat, c'est-à-dire que là on fasse une 2, 3, 4 et 5, d'accord. Quel est le retracement d'une 2 dans ces cas-là? En général, on s'attendrait plutôt au 61,8. Et je pense qu'on a fait plus ici. Hein. Attendez, je vais enlever l'autre Fibo avant, histoire d'être propre. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu plus. On a fait 786, voire 80% de retracement. Donc, pas extrêmement propre. Est-ce qu'on pourrait avoir... Non, ouais, pas extrêmement propre. Donc du coup, bon, c'est en train d'un petit peu de sentir le roussi. L'idéal ici aurait été de faire une correction de à peu près 50-61,8%. C'est-à-dire potentiellement ici rebondir sur les 19,5, ce qu'on n'a pas fait, on l'a traversé. Et là, on aurait été vraiment beaucoup plus haussier que ce qu'on peut être aujourd'hui en voyant la structure, et qui ressemble fortement, je le rappelle, à un bear flag. Donc c'est assez mitigé, il faut choisir son camp là ici, ou alors tout simplement ne pas trader, mais c'est assez mitigé. En l'occurrence, par contre, vous avez des points d'invalidation assez clairs, c'est-à-dire que si vraiment on perdait, moi je dirais ce niveau là des 1800 par exemple, vous pouvez shorter jusqu'à 16,3, et si jamais on pète ce flag à la hausse, on l'invalide, donc ça vous donnera déjà aussi un bon signal. Et bien évidemment ici pour moi les 19,5 sont vraiment un signal effectivement important que on est voilà, repassé ici pour moi alors on n'a pas l'impression comme ça parce que c'est un niveau qui agit pour l'instant juste là, etc., mais en fait c'est également le point de contrôle de toute cette zone en fait. Si vous regardez spécifiquement toutes les bougies, vous le voyez, de cette zone, donc on va se mettre bien au bord là ici. Globalement, vous avez ici, alors on est légèrement au-dessus là, hein, oui non c'est ça, 19,7, 19,8, plutôt sur la bande bleue là que vous voyez, repasser le point de contrôle, et j'étais assez content parce que c'est ce qu'on avait plus ou moins fait hier. Repasser le point de contrôle voudrait dire bien entendu tout péter. On va regarder comment ouvert la bourse puisqu'il est 15h38 et que donc du coup en fin de vidéo ça peut être pas mal de jeter un œil, et on a un S&P qui ouvre très légèrement baissier, tout de suite on est à la baisse avec 3649, voilà un petit 0,15% de moins. On a un Nasdaq qui ouvre baissier également autour des 273. Sur Nasdaq, bien surveiller ce plus bas là, lui n'a pas fait de plus bas contrairement à S&P qui en a fait un, et sinon globalement on avait une target également sur Nasdaq qui nous emmenait aux 259, donc potentiellement on pourrait venir faire un plus bas qui viendrait chercher lui les 259 points sur le Nasdaq. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. En gros, globalement, soit le S&P nous fait un double bottom ici avec cette fameuse divergence et cette 5 terminée, et là on est dans le scénario où tout va bien dans le meilleur des mondes, soit tout simplement à l'inverse, on va ici venir chercher des niveaux plus conséquents. 3003, ce genre de niveau là, et là du coup on pourrait éventuellement être sur quelque chose de plus costaud. Si jamais on prend ici ces 3 vagues, et je crois que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs, on est autour des 127, voilà, venir chercher ici par exemple les 1.618 serait un bon point. Alors je l'ai peut-être pas très bien posé, voilà, non. Hop. Je vais y arriver.
Non, si, il est bien posé. Donc du coup, 3004, ou alors on rebondit maintenant entre les 100 et les 127, pourquoi pas. Vous voyez que ce support a bien fait son job, là, ce niveau de Fibonacci. Pour le moment, on va voir si ça tient jusque-là. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. J'ai pour habitude de demander aux gens qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin un commentaire à la con, une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour sera autour de tout ce qui est photos. Est-ce que vous avez tendance à prendre beaucoup de photos, à beaucoup documenter ce qui se passe dans votre vie, ou alors pas vraiment? Est-ce que vous aimez bien garder des souvenirs picturales de tout ce qui se passe dans votre vie? Question à la con, il en est, mais c'est le concept. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du Bitcoin face au dollar, ainsi que Ethereum, et puis des points macro, des choses comme ça, des charts, des choses intéressantes. Venez sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre là-dessus, et on se retrouve demain. À bientôt.